Bonjour, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, c'est Pierre au micro. En face de moi, j'ai mon perpétuel compagnon, mon ami de toujours, bien, même si je ne suis pas vraiment le sien, mais ça, c'est pas très grave. Il commence Salut Jacques. Bonjour Pierre, Jacques au micro, merci. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, on fait comme tout le monde, on combat une petite bullshit, mais ça va vite passer. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous faisons une émission d'hommage. Non, j'ai pas dit que c'était dommage de faire une émission. C'est une émission sur les hommages. Oui. Les hommages. Voilà. Alors, et oui, l'actualité fait que... Belle actualité. Oui, que une maison de disques a sorti un disque cette semaine. Oui, c'est un des albums posthumes qu'on a le plaisir de découvrir grâce à la Jimi Hendrix Estate, donc les gens qui gèrent l'œuvre de Jimi Hendrix. Et ils nous offrent cette fois un nouvel album qui s'appelle Both Sides of the Sky, qui nous permet de revenir sur cette carrière fulgurante de cet incroyable musicien qui était Jimi Hendrix. Alors, Jimi Hendrix... D'accord, on le connaît tous comme ça, mais on ne le connaît pas très précisément parce que je me rappelle, lorsqu'il est né, j'avais moins 14 ans. Oui, moins 14 ans. Moins 14 ans. Parce qu'il est né en 1942, il est né à Seattle. 27 novembre. Donc à l'est des États-Unis. Et il s'appelait d'origine James Marshall Hendrix. Je ne sais pas pourquoi il a été déclaré sous le nom de Johnny Allen Hendrix. Et pour finir, on l'a appelé Jimi Hendrix. Oui, je crois qu'en fait, c'est son père qui avait à un moment décidé de l'appeler Marshall, parce que je crois que c'était le prénom de son frère qui était décédé. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est Jimi Hendrix, enfin Jimi lui-même, qui a décidé plus tard de s'appeler Jimmy J-I-M-I. Parce que la plupart il y a beaucoup de gens qui pensent que ça s'écrit J-2-M-Y. C'est J-I-M-I, un seul M. Oui, un seul mais M. À un moment, ça s'est écrit effectivement 2 M. Et c'est lui qui a décidé de raccourcir ça. Tout à fait. Et Jimmy était un autodidacte. Il n'a jamais appris à jouer de la guitare. Il est né, on va dire, avec une guitare dans le ventre de sa mère. Première guitare à 15 ans, je crois. C'était même pas une guitare. C'était un truc qui s'était fabriqué. Oui, il s'était fabriqué ça avec une sorte de cajot à carottes. Et comme Paul McCartney, il avait trouvé un vieux piano dans une casse, il a pris les cordes pour en faire les notes, quoi. Oui, en fait, il a aussi très vite compris, parce que son père lui avait offert, je crois, un ukulélé à une seule corde. Oui. Et puis il a laissé tomber. Donc c'était, comme beaucoup de gauchers, il était très talentueux. On connaît un gaucher, toi et moi, qu'on aime beaucoup. Monsieur Paul McCartney. Voilà. Et bien à propos de Paul McCartney, Hendrix avait une adoration et une admiration sans fin, sans faille sur les Beatles. Comme beaucoup de gens. Il a repris beaucoup de titres des Beatles, d'ailleurs on va en écouter quelques-uns. Si je te pose une question, Jacques, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé le vendredi 26 mai 1967 ? Alors, on n'est pas très loin de la sortie officielle d'un album qui s'appelle Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Non, on n'est pas loin, puisqu'il est sorti ce jour-là. Ah non, il est sorti le 1er juin. Ah non. Officiellement, pour des maisons de disques, il est sorti. Pour les intimes, il est sorti. Et je vais te dire pourquoi. C'était une pré-écoute le 26 mai. C'était une pré-écoute. Mais je vais te dire pourquoi. Et c'était chez Brian Epstein, le lancement de Sgt. Pepper. Mais le disque est arrivé dans les bacs le 1er juin. 5 jours plus tard. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé le samedi 27 mai 27 mai, oui. Alors, effectivement, ils font cette audition et ils vont dans un théâtre qui est d'ailleurs la propriété de Brian Epstein, le Saville Theatre. Et le groupe The Jimi Hendrix Experience est sur scène. Et le premier morceau qu'ils font, c'est Sgt. Pepper. Alors, d'habitude, on enchaîne tout de suite. Ouais. Mais là, on va vous mettre deux choses de Sgt. Pepper. On va vous mettre un résumé de 49 secondes et on va tout de suite enchaîner après avec Sgt. Pepper déjà plus complet de 2 minutes 17. Et il faut surtout dire que McCartney et les Beatles étaient médusés et complètement... ils étaient très très étonnés qu'un artiste en si peu de temps reprenne une de leurs chansons. En 48 heures. Voilà. Il a appris le disque par cœur. Alors voilà, ça c'était
Les 49 secondes dans le studio, tu peux répéter le studio s'il te plaît? Le studio de Brian Epstein. Alors oui, non, le théâtre, pardon. Le théâtre, c'est le Saville Theatre. Voilà. Saville Theatre. Et alors, faut bien dire quand même pour les gens qui nous écoutent que Brian Epstein était le manager des Beatles. Pas tout le monde sait ça. C'est juste une petite précision pour nos amis qui nous écoutent. Il faut préciser les choses. Voilà. Et en 1968, Hendrix avait vraiment digéré, on va dire, Sgt. Pepper, et il a joué à Ottawa. Ce morceau également. Et puis je peux te dire que moi, Hendrix, c'est le premier concert que j'ai vu de ma vie. Il a fait des morceaux de Sgt. Pepper, c'était au Marquis. J'étais, tu sais que quand tu es jeune et on s'échange d'étudiants, il y a quelqu'un qui vient à la maison en France et après toi tu vas voir... Correspondant et correspondante. Voilà, avec mon correspondant, je m'entendais pas vraiment bien. Il avait une sœur qui était vraiment dans le rock. Elle a vu que j'aimais le rock et on allait à des concerts et c'est elle qui m'a emmené pour la première fois au Marquis. C'était le premier concert de ma vie. Marquis qui était l'une des petites boîtes de Londres où tout le monde allait. Pas qui était. Oui. Elle est encore. Oui, bien sûr, mais je veux dire qu'à l'époque, c'était le haut lieu de tous ces groupes. Je crois que c'est encore le haut lieu, à dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on connaît pas tous les groupes encore, mais peut-être que dans 10 ans, il y aura des groupes qui sont passés aujourd'hui au Marquis, parce que U2 est passé au Marquis, Police est passé au Marquis, Supertramp est passé au Marquis. Je veux dire, c'est quand même assez énorme. Donc on se met la version d'Ottawa en 1968 de Sgt. Pepper. On y va. Voilà, c'était Jacques. On peut parler sans arrêt. Bon, on n'a pas encore la prétention de vous apprendre qui était Jimi Hendrix. On est juste là, Jacques et moi, pour vous faire partager notre passion sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors, il faut dire pour les gens qui nous écoutent que on a plutôt l'habitude de parler des Beatles, Pierre et moi, puisque nous avons une émission qui s'appelle Les Beatles chantaient, et que on me reconnaît en quelque sorte comme étant l'historien français des Beatles. Et je dois avouer que tout à fait au début, je préférais Jimi Hendrix aux Beatles, ce qui surprend beaucoup les gens. Et j'étais, comme beaucoup, absolument hypnotisé par le son, cette façon incroyable de sortir ces sons extraordinaires de sa guitare. Il est indiscutable quand on entend au bout de 2 secondes un morceau de Jimi Hendrix, c'est lui. Personne d'autre ne jouait de la guitare de cette façon-là. On connaît les documents d'époque, on le voit jouer de la guitare avec les cordes ou mettre avec les dents, mettre la guitare derrière sa nuque. Enfin, il était absolument étonnant, détonnant, et la plupart des musiciens qui l'ont vu débouler en Angleterre, puisque c'est Chas Chandler, le bassiste des Animals, qui a décidé de s'occuper de lui, était absolument médusé, y compris Eric Clapton, qui était le dieu de la guitare en Angleterre. Et il faisait même l'amour avec sa guitare sur scène. Il mimait comme s'il faisait l'amour, et puis si je me rappelle bien, il jetait de l'essence dessus, et puis il faisait comme si c'était un feu de joie. Oui, ça c'était au festival de Monterey, c'était amusant, et ça avait un peu étonné les gens. Alors, Clapton et Jimi Hendrix se sont rencontrés puisque c'était l'une des conditions de Jimi Hendrix d'aller en Angleterre. Il a dit à Chas Chandler, je veux bien aller à Londres à condition de rencontrer Eric Clapton. Et ils ont même fait une sorte de bœuf ensemble lors d'un concert. Et les autres membres de Cream, qui étaient Ginger Baker et Mitch Mitchell, c'est ça? Non, c'était Ginger Baker à la batterie et... Bon, ça va me revenir. Voilà. Et Jack Bruce. Jack Bruce, voilà. Comment est-ce qu'on peut oublier Jack Bruce? Et donc, quand ils ont vu ce musicien sur scène, absolument incroyable, tout le monde s'est dit mais d'où sort ce mec, quoi. C'était vraiment un véritable c'était un phénomène extraordinaire. Voilà. Et alors on revient aux Beatles, il y a eu un enregistrement qui traînait pendant longtemps. On a dit c'est John Lennon avec Jimi Hendrix ou les Beatles avec Jimi Hendrix, mais pas du tout. C'est l'une des prestations que Jimi Hendrix a fait, comme beaucoup de musiciens. Il allait à la BBC et il faisait des émissions dans lesquelles il jouait dans les conditions du direct, et une fois, il a repris une des chansons des Beatles qui était Day Tripper. Je me suis trompé.
j'ai remis un petit coup Sgt Pepper. Donc vraiment, voilà, vous savez, je fais la technique et si vous saviez combien la technique est vraiment dure. Voilà, t'as fait un superbe enchaînement et je l'ai loupé. C'est pas vraiment, grave. Maître Jacques, veuillez m'en excuser. Vous viendrez me voir après l'émission. D'accord. Oui, maître. J'aime beaucoup quand... Bon, comme d'habitude, avec Jacques, on a fait une grande recherche discographique, des archives et tout ça, pour en arriver à vous les présenter. Évidemment, il y a des titres que vous connaissez, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas l'interprétation, mais d'une manière générale, on a essayé de sortir un peu des sentiers battus, n'est-ce pas, Jacques ? Oui, c'est le but un petit peu de cette émission. C'est pas uniquement de passer des morceaux que tout le monde connaît et puis se faire un peu plaisir. Alors dis-moi, Mitch Mitchell, c'était à la batterie ? Oui, il y a un truc, puisque je parlais d'Eric Clapton, j'ai retrouvé ce que Clapton disait lors de cette rencontre entre Jimi Hendrix et lui-même. Oui. Et il disait... Il a joué de la guitare, parce qu'il avait interprété un morceau qui s'appelle The Killing Floor de Howlin' Wolf. Et Clapton disait il a joué de la guitare avec les dents derrière la tête, allongées par terre, en faisant le grand écart et d'autres figures. C'était stupéfiant et génial musicalement. Pas uniquement un vrai feu d'artifice à le contempler. J'ai pris peur, dit-il, car juste à ce moment-là, on commençait à trouver notre vitesse de croisière et voilà qu'arrivait un vrai génie. C'est vraiment génial. Mais surtout que Eric Clapton a dit ça pour plusieurs raisons. C'est que lui, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, des grands guitaristes, ils ont pris des cours de guitare. Après qu'ils soient devenus meilleurs que leurs professeurs, c'est génial parce qu'ils avaient un talent fou. Mais Jimi Hendrix n'a jamais pris un cours de guitare et c'est tout comme Django Reinhardt. C'est un self-made man, c'est un autodidacte. Et il faisait même des choses interdites. Si tu joues de la guitare, tu sais, tu n'as pas le droit de te servir du pouce de la main qui tient les cordes. Pas celle qui joue, mais qui tient les cordes. Jimi Hendrix se servait de son pouce pour faire les notes graves, les notes du haut, si j'ose dire. Oui. Les notes du haut, qui en vérité étaient les notes du bas, puisque Jimi Hendrix jouait avec une Fender Stratocaster. De droitier, il n'a jamais eu de guitare de gaucher. Ouais. Et il avait même dit, si un jour on me donne une guitare de gaucher, je ne sais pas si je saurais m'en servir. Parce qu'il a toujours appris à l'envers. Donc... Alors, il faut dire que Ginger Baker, Jack Bruce et Eric Clapton étaient un trio. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque Chas Chandler et Jimmy ont pensé à avoir des musiciens pour former un groupe, pour son groupe à lui, il s'en est tenu à cette formation d'un trio. Ils ont fait une audition à Londres. Et dans un premier temps, c'est Noel Redding qui postulait pour être le guitariste. Non, mais il a raison parce qu'il ne connaissait pas Hendrix et il aurait eu honte au bout de la première session. Voilà, et donc il a atterri à la basse. Et quant à Mitch Mitchell, le batteur, il a été également recruté à peu près à la même époque, mais il était quasiment inconnu, Mitch Mitchell. Mais Mitch Mitchell a même été comparé à Keith Moon dans sa façon de taper, tellement il tapait à toutes les vitesses et très très fort. Donc c'était un grand batteur et l'excellence et la gentillesse de Jimi Hendrix fait qu'il n'a jamais tiré la couverture vers lui. Il laissait la place aux bassistes et aux batteurs de s'exprimer. C'est fou. Il sortait même de scène par moment. Alors on se souvient que pour nous en France, il y a un lien avec Jimi Hendrix. Parce que, impressionné par Hendrix, qui, grâce à un de ses amis, va le rencontrer dans un club londonien, Johnny Hallyday lui propose de roder son nouveau groupe en faisant sa première partie lors de 4 dates suivantes. Le 13 octobre 1966 à Évreux, le 14 à Nancy, le 15 à Villerupt et surtout le 18 à l'Olympia. Et c'est très important parce que c'est l'un des premiers enregistrements effectués par une radio. Europe 1 avait enregistré pour Musicorama la prestation de Jimi Hendrix Experience. Europe numéro 1 à l'époque. Europe numéro 1, et tout à fait. C'est Europe 1 aujourd'hui, mais à l'époque c'était Europe numéro 1. Bon. En début d'émission, on vous a dit qu'un événement musical s'était produit cette semaine. C'était la sortie de ce dernier album
des caves de Jimi Hendrix. Oui, c'est des archives. Régulièrement, ils réussissent à constituer un album. On a eu déjà 2 autres albums qui étaient assez formidables. Et celui-là d'une sorte termine ce triptyque. Hein. Voilà. Et cet album est divisé en 2. Il y a un côté, il y a un CD de chansons. Et de l'autre, il y a un côté instrumental. Nous avons pris le parti aujourd'hui avec Jacques de ne pas jouer les parties instrumentales. Nous allons mettre que les chansons, si tu veux bien, Jacques. Oui, puis c'est tellement riche qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je rappelle que l'album s'appelle Both Sides of the Sky, qui était un joli titre d'ailleurs, Both Sides of the Sky, des 2 côtés du ciel. Oui. Voilà. Et le joli titre est abîmé par Lower Alcatraz, qui est le premier titre de cet album que vous écoutez sur la voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. LA without the words of the bullshit. Et voilà, Jacques. Donc, on vient d'écouter Lower Alcatraz Midnight Lightning sur le nouvel album, comme tu l'as dit, qui s'appelle Both Sides of the Sky. Donc, cet album, en fait, il n'a pas été enregistré, cet album. C'est des bouts de tapes qu'on a pris un peu partout. C'est à la fois des versions différentes de chansons qui ont pu sortir après, dans des versions plus abouties, oui. Et puis parfois des extraits de concerts ou des jam sessions, ce qu'on appelle des buffs pour nous en France. Puisqu'il y a même un morceau que nous n'avons pas d'ailleurs sélectionné avec Stephen Stills, une version de Woodstock. Ils étaient très copains, parce qu'ils ils étaient au même festival, Jimi Hendrix et Crosby, Stills & Nash au premier festival de Woodstock. Le titre que nous allons écouter est tiré de l'album Electric Ladyland. Et le titre même s'appelle Electric Ladyland. C'était le 3e et dernier album studio de Jimi Hendrix, avec Jimi Hendrix Experience. Il est sorti en 1968. Et est-ce que tu sais que c'est le premier disque d'or que Jimi Hendrix a eu ? C'est vrai qu'à l'époque, ça cartonnait. Hein. Ça se passait bien pour lui. Oui, parce que cet album a été premier au Billboard 200 aux États-Unis, 6e en Angleterre d'album charts au Royaume-Uni. Et en France, l'album s'est classé 2e des meilleures ventes. C'est fantastique. Rien qu'en France, il a vendu 277 700 exemplaires. Merci pour la précision. Alors, c'est aussi l'époque où il s'ouvrait avec d'autres musiciens. Il ne jouait pas uniquement qu'avec ces musiciens dont nous venons de parler, c'est-à-dire Mitch Mitchell et Noel Redding. Oui, parce que dans cet album, il a joué avec Dave Mason. Un grand guitariste aussi dans son genre. Guitariste de quel groupe ? C'était le groupe... c'était Traffic, non ? Oui, voilà. Avec Stevie Winwood. Voilà, et donc... écoute... Il y avait Jack Cassidy aussi de Jefferson Airplane. Ça, on va dire le détail après. Écoutons un peu, sur la voix d'Ambroise Paré. Eh oui, donc, encore une fois, ne soyez pas étonnés, c'est pas nous qui choisissons de chanter les titres, c'est quand même des bandes qui ont été retrouvées par la magie. Tiens, tu sais d'ailleurs que la femme de Jimi Hendrix, s'il n'y a rien qui sort de Jimi Hendrix, pour ainsi dire, c'est qu'elle s'y oppose complètement. Elle veut garder la mémoire de Jimi Hendrix telle qu'il nous a laissée. Oui, c'est à la fois sur le plan artistique, sur le plan des compositions, sur la qualité des enregistrements, également les images de Jimi Hendrix, telles qu'elles sont diffusées. Il y a un contrôle là-dessus très très strict. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Je trouve qu'on est comme ça dans une qualité qui rend hommage à cet artiste extraordinaire. Et rien ne sort sans que sa femme ne soit d'accord. Mais oui. Et le reste de la famille aussi, puisque c'est aussi géré par le reste de la famille de Jimi Hendrix. Alors on sait que à l'époque, le premier 45 tours de Jimi Hendrix que nous allons écouter, qui a un succès phénoménal. Qui s'appelle Hey Joe. On a pensé que c'était lui qui l'avait composé, mais c'était aussi une reprise. C'était un vieux morceau de Billy Roberts qui a été presque imposé par Chas Chandler à Jimi Hendrix, parce qu'il aimait ce morceau depuis très très longtemps. Alors on a entendu dire que Johnny Hallyday avait découvert la chanson, qu'il avait proposé à Hendrix de faire la version anglaise et lui la version française. Vous voyez que les histoires sont souvent réécrites d'une drôle de façon par nos artistes. Tu sais très bien que j'ai beaucoup d'admiration pour Johnny. C'était le French Elvis, mais c'était pas le French Jimmy quand même. Non, s'il vous plaît. Hey Joe? Hey Joe.
Waouh. J'ai quelque chose d'important à dire là. Ah. Cet album Electric Ladyland, dont on vient écouter deux extraits, Electric Ladyland et Hey Baby, n'était pas sorti officiellement. Je ne sais pas si tu es au courant. Quand il est sorti, ce disque, il était uniquement dédié à la vente par correspondance aux abonnés du The Audio Club of Great Britain. J'ignorais totalement ce Il a détail. été vendu à quelques centaines d'exemplaires et ensuite, Jimmy a demandé à ce qu'il soit retiré de la vente. Donc c'est vraiment une archive là. Absolument. Messieurs, dames, qui nous écoutez sur le canal 60 de votre téléviseur, si vous aimez Jimi Hendrix, et puis même si vous ne l'aimez pas, et si vous voulez, ça serait un plaisir pour nous de vous le faire découvrir, vous pouvez nous appeler sur le 15 560, c'est un appel gratuit depuis votre poste téléphonique, et puis là, la personne que vous voyez à l'antenne sur le canal 60, qui vous dit bonjour, c'est Jacques Volcouve, qui d'habitude nous parle des Beatles, et là on fait une entrave, on parle de Jimi Hendrix parce que je vous rappelle que cette semaine est sorti un album qui s'appelle Both Sides of the Sky, qui est un album évidemment posthume de Jimi. Alors tout à l'heure, puisque peut-être que vous n'étiez pas avec nous, j'ai expliqué l'admiration qu'avait Jimi Hendrix pour Eric Clapton et le fait qu'ils avaient déjà joué une fois ensemble. Et lors de ces émissions dans les conditions du direct à la BBC, Jimi Hendrix a repris une des chansons du groupe de Eric Clapton, ce groupe donc, qui s'appelle Cream, et le morceau c'est Sunshine of Your Love. Incroyable. Vous êtes donc sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors, nous allons suivre avec un titre qui s'appelle All Along the Watchtower. Alors, ça ne se sent peut-être pas lorsqu'on écoute Jimi Hendrix. On croit que c'est un peu brouillon, tout ça, mais pas du tout. C'était un homme très, très, très pointilleux qui était un perfectionniste absolu. Et dans cette chanson que nous allons écouter tout de suite, All Along the Watchtower, il y a Dave Mason qui a participé, donc Dave Mason du groupe Traffic, qui ne faisait que l'accompagnement. Hein. C'est Jimmy quand même qui faisait la guitare principale, et puis son batteur et son bassiste. Tu sais ce qu'il a fait, Jimmy ? Il lui a fait recommencer 20 fois. Oui, il était perfectionniste de chez perfectionniste. Ça, c'est vrai que c'est le propre des musiciens. On sait, pour avoir notamment eu accès aux séances d'enregistrement des Beatles de Let It Be, que McCartney a fait refaire 50, 60 fois Maxwell Silverhammer, Well My Guitar Gentle Weeps pour le double blanc, George Harrison a fait faire des dizaines et des dizaines de prises. Donc c'est le propre de ces musiciens qui sont spécialisés. Faut quand même me dire et rappeler à nos amis qui nous écoutent que All Along the Watchtower est un des grands morceaux de Bob Dylan qui figurait sur son album John Wesley Harding qui était sorti en 1967, et la version qu'en fait Jimi Hendrix est une relecture absolument extraordinaire. Je dirais que là l'élève a dépassé le maître, mais à mon goût très largement. Quelle version sur la voix d'Ambroise Paré. Vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur, vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré, et nous venons d'écouter Room Full of Mirrors, extrait du nouvel album de Jimi Hendrix, Both Sides of the Sky. Et nous enchaînons avec Valleys of Neptune, qui était le titre d'un des albums posthumes sortis il y a quelques temps. Tu sais, Jacques, on parle des Beatles, on parle de Jimi Hendrix, on parle d'Eric Clapton, on parle de tous ces grands musiciens que Hendrix a touchés de plus ou moins près. Mais il y a aussi un autre petit groupe qu'il a touché de plus ou moins près, c'était les Rolling Stones. Et il a repris une chanson de Bob Dylan, n'est-ce pas ? Oui, qu'on va écouter avec plaisir dans quelques instants, mais il y a une chose qu'on peut se demander par rapport à Jimi Hendrix, ce qui fait qu'il a été exceptionnel. D'abord, c'était un improvisateur incroyable qui sortait des sentiers battus. Il a libéré la guitare Solid Body de ses contraintes en utilisant les ressources nées de l'amplification, notamment en domestiquant l'effet Larsen, cette espèce de son un peu aigu, et en exploitant toutes les facettes du maniement de la manette de vibrato et de la pédale wah-wah.
on le voit bien dans le concert de Woodstock, etc. Effectivement, la chanson qu'il a repris de Bob Dylan, une autre, c'est Like a Rolling Stone, qui était sorti en 45 tours le 20 juillet 1965 par Bob Dylan, et une fois de plus il en fait ici une relecture tout à fait personnelle. Yeah, I dig, brother. Vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur avec Jacques. Nous vous rendons hommage à Jimi Hendrix. Voilà, nous rendons hommage à Jimi Hendrix, exactement. C'est parce que cette semaine est sorti un album. Je vais dire qu'il faut avoir dans sa collection si vous aimez Hendrix, mais il n'est pas indispensable, soyons clairs. C'est quand même une grande joie de le redécouvrir. Le retrouver. Le retrouver. Oui. Alors le titre de l'album, c'est Both Sides of the Sky. Both Sides of the Sky. Et je disais tout à l'heure, si vous n'étiez pas à l'antenne avec nous, je disais que nous avons évoqué cette première prestation de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band à peine 48 heures après la sortie du disque. En fait, c'est le 4 juin que Sgt. Pepper a été interprété par Jimi Hendrix. Dans l'assistance, il y avait Paul McCartney et George Harrison notamment, qui étaient absolument médusés et impressionnés de la performance de Jimmy, et c'est sur les bons conseils de Paul McCartney que les organisateurs du premier grand festival pop des années 60, le festival de Monterey, ont invité Jimi Hendrix Experience, qui était alors très Monterey aux États-Unis, pas bien entendu, pas en Europe. Bien entendu, Monterey aux États-Unis. Soyons clairs. Donc, puisque le Jimi Hendrix était alors au sommet de sa popularité en Angleterre, et je trouve sympa de McCartney de pousser comme ça. Alors, il a tout de suite reconnu cette extraordinaire qualité qu'était ce musicien. Et dans ses concerts aujourd'hui, souvent Paul McCartney fait quelques secondes d'un morceau que nous écouterons tout à l'heure, Foxy Lady. Indispensable. Voilà, et donc Paul fait sa petite imitation de Jimi Hendrix. C'est lui qui est à la guitare d'ailleurs, Paul McCartney, dans ses concerts. Tu sais, comme beaucoup qui sont de notre génération, c'est-à-dire moi je suis né en 1954, donc on va dire ceux qui sont nés entre 50 et 60, on avait une Bible qui s'appelait Rock and Folk et Best. Tu te rappelles? Bien sûr, on se précipitait chaque mois. Il y avait même Extra. Extra, qui était le troisième magazine. Ouais. Et un jour, j'ai lu un article dans, je crois, Rock and Folk. C'était un journaliste qui était dans la peine, dans la mesure où il s'était fait tout piquer son matériel, et il voit Jimi Hendrix, il dit: est-ce que tu peux pas m'aider, s'il te plaît? Et Jimmy l'a aidé. J'avais lu ça, ça m'avait assez impressionné. Il l'a aidé, il a mis sa main dans sa poche, il a sorti $500 et il lui a donné. $500, pour vous rendre compte, c'est approximativement 380 €. Voilà. Et plus tard, le journaliste recroise Jimi Hendrix dans un avion. Jimmy était accompagné de son manager. Et le journaliste lui dit: ah, merci beaucoup encore, je me rappellerai vraiment quand tu m'as donné... Ah non, mais tais-toi, ne dis rien. Mais si, vraiment, quand tu m'as donné $500... Mais tais-toi, parce que je vais passer pour un radin. Et j'ai trouvé ça absolument prodigieux. Belle anecdote, tu vois. Alors, toujours tiré de Both Sides of the Sky. Alors, malgré mes recherches, peut-être que toi, Jacques, tu as, il y a un titre qui s'appelle Isabella. Est-ce que tu as une idée de qui pouvait être cette Isabella? Moi, j'ai aucune idée. Mais j'ai fait les recherches. Je pensais que ça aurait pu être sa sœur, je pensais que ça aurait pu être sa femme. Ce n'est ni sa sœur et ni sa femme. Ça, je peux le dire. C'est peut-être une petite amie ou une groupie, comme il y en a eu beaucoup à l'époque, qui venait passer quelques moments avec lui, soit dans les loges, soit dans ses chambres d'hôtel. Bon, ben nous, si des Isabelles nous écoutent sur le canal 60 de leur téléviseur, nous leur dédions cette chanson. Super. Jacques, sais-tu que les chansons, très souvent, ont une deuxième chance de devenir célèbres si elles sont passées inaperçues? Si quelqu'un a la bonne idée d'en faire des bonnes reprises, oui, pourquoi pas. Donc,
Il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui avait dit quand une chanson est bonne, elle reste bonne. Et oui. C'est à la musique rock ce que Orson Welles disait au cinéma, c'est-à-dire que pour faire un bon film, il faut une bonne histoire, une bonne histoire. Et repris par la suite par Jean Gabin, et tout le monde pense que c'est Jean Gabin qui a été le premier à le dire. Alors, je ne vais pas encore dire le titre. Excusez-moi. Je ne vais pas encore dire le titre de ce que nous allons écouter, mais c'est une chanson qui a été écrite par Chip Taylor et enregistrée pour la première fois en 1965 par le groupe new-yorkais The Wild Ones, les Sauvages. Et elle devient un succès international l'année suivante lorsqu'elle est reprise par un groupe dont le leader était Reg Presley, les Troggs. D'ailleurs, j'avais interviewé Reg Presley il y a très très longtemps et je lui avais fait écouter une version française des Troggs de cette musique qui s'appelait Chose molle, et c'était sublime de luxe, le nom du titre, le nom de l'album. D'accord. Et les Troggs se classent numéro 2 des ventes au Royaume-Uni et numéro 1 aux États-Unis, s'il te plaît. Et bien évidemment, une chanson comme ça, Jimmy ne pouvait pas la laisser passer. Jacques, allez, à toi l'honneur de dire le titre de cette chanson. Eh bien, elle s'appelle Wild Thing. Alors, il faut dire... On vous l'a laissé exprès, mais évidemment, tout le monde ne parle pas l'anglais. Et il est à Monterey, le festival de Monterey dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et Jimmy était quelqu'un d'extrêmement gentil dans la vie. Il allait vers ses fans, il y a certains qui n'aiment pas dire ça, on va dire ses admirateurs. Il leur parlait, il leur demandait est-ce que vous avez aimé le spectacle. C'était pas la mode à l'époque, mais il acceptait avec grand plaisir les selfies. C'était un homme charmant et il allait souvent à la rencontre de ceux qui l'aimaient. Et là, c'est ce qu'il vient de dire sur scène. Il dit: je pourrais jamais vous dire, je pourrais passer ma nuit à vous dire merci, mais ça serait tellement rien par rapport au bonheur que vous m'apportez. Parce que oui, je joue, mais je joue devant vous et vraiment sans vous, ma vie serait pas la même. Vraiment, je vous remercie. Il leur dit qu'il est tellement heureux de revenir aux États-Unis parce qu'il était en Angleterre et apparemment les Américains disaient pourquoi il est tout à fait au sommet de sa popularité chez nous, on veut pas de chez lui, de nous chez lui. Bon, enfin bref, ils ont accepté de l'inviter de revenir et il en est très très très. Mais ce très que tu dis est très juste, Jacques. Jimi Hendrix est né américain. Il est mort anglais et on n'est pas prophète dans son pays. Non. Et Jimi Hendrix a dû partir des États-Unis, il a dû aller à Londres, il a bourlingué un peu à Londres, il a vite rencontré le monde de la musique parce qu'en 2 secondes, quand il prenait une guitare, tout le monde disait ouais, tu sais, ça rappelle un peu le film Retour vers le futur quand Michael J. Fox prend tu devrais entendre, voilà. Et Jimi Hendrix c'était un génie. Oui, il faut se souvenir que il a quand même joué avec des gens importants avant de devenir Jimi Hendrix qu'on nous connaissons. Il a travaillé avec Sam Cooke, il a été avec dans le groupe de Ike et Tina Turner, il a travaillé avec les Isley Brothers, ceux qui ont popularisé Twist and Shout, et il a même joué avec Little Richards, et certains de ces musiciens l'ont mis dehors parce qu'il prenait tout de suite de la place, il était en avant, oula, celui-là dehors. Donc voilà, il a quand même bourlingué, il a joué avec Curtis Knights and the Squires, et il a créé un certain nombre de groupes avant de faire cette rencontre avec Chas Chandler, qui était le bassiste des Animals et qui tout d'un coup a eu le pif de le faire venir à Londres. Et tu sais, le pif, c'est pas seulement le pif de le faire venir à Londres, c'est qu'il a eu le pif de le faire sortir des États-Unis parce que Jimmy était noir. Et la musique lui a tiré la gueule carrément, parce qu'on ne l'acceptait pas, parce que le rock and roll, bien que ça soit, on va dire, Chuck Berry et tous les autres qui étaient noirs également, mais c'était les seuls qui étaient admis dans les noirs. Et Jimmy a dû foutre le camp des États-Unis pour pouvoir montrer qui il était. Alors on se souvient que Jimmy, souvent quand on parlait de ça, disait: je suis ni blanc ni noir, je suis métis et j'ai du sang Cherokee dans les veines. Exactement. Par sa grand-mère qui descendait justement des Cherokee. Donc on reprend maintenant qu'on vous a dit tout ce que Jimmy disait. Là, écoutons Wild Things au Festival Monterey. Alors, on pourrait croire que c'est de la musique cacophonique, mais quand vous voyez Jimi Hendrix,
il le refaisait exactement, presque à la note près le lendemain, ça. Oui, C'est du travailler quand même. Il faut que vous vous en rendiez compte, c'est du travailler. Quoi. Et donc, c'est lors de ce concert que Jimi Hendrix a immolé sa guitare, sa Stratocaster, absolument. Oui. avec de l'essence. Et puis après, il a composé une chanson qui s'appelle Fire, qui veut dire le feu, bien entendu. Alors justement, comme on parle de feu, on va parler, hélas, d'histoire, un peu de l'histoire américaine. Jimi Hendrix a composé un titre qui s'appelle Machine Gun. Oui, et qui est donc effectivement une chanson contre la guerre du Vietnam. C'est l'époque où la jeunesse américaine se révoltait, il y avait beaucoup de manifestations, il y avait les protest songs, on a parlé de Bob Dylan tout à l'heure, ce qui en était l'un des grands dirigeants, enfin l'un des grands leaders. Et donc c'est pas une chanson d'amour, hein, Machine Gun, c'est une chanson contre la guerre, et Machine Gun, pour nos amis qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut dire mitraillette, et effectivement avec sa guitare il fait de la mitraillette, c'est évident. Tu sais par qui il a été soutenu dans son mouvement? Par Jerry Lewis, par Mohamed Ali. Qui n'est pas étonnant, puisque lui n'avait pas voulu aller faire son service militaire. On lui a enlevé son titre de champion du monde à cause de ça. Donc, j'ai pas tous les titres en tête, toutes les personnes en tête, mais il a été à l'origine d'un mouvement pour ça. C'est assez incroyable. Tout à fait. Et en plus, et Mohamed Ali est venu à sa rescousse, parce qu'il y avait encore des propos racistes contre Jimi Hendrix. Et Mohamed Ali, plus personne ne voyait qu'il était noir, quoi. Il était adopté complètement par les Blancs. Et bizarrement, Satchmo, Louis Armstrong, n'a pas soutenu le mouvement. Et oui, parce que c'était l'oncle de la case de l'oncle Tom. Complètement. Louis Armstrong. Donc, Machine Gun, on vous met un extrait juste, on ne va pas vous laisser en entier parce que c'est un titre de 8 minutes 15, on a encore beaucoup de titres de Hendrix, parce que en vérité, si on avait voulu faire un tour d'horizon presque exhaustif, il nous faudrait à peu près 2 jours, oui, 48 heures, quoi. Donc, on n'a pas 48 heures. Allez, on se fait un petit menu dégustation. Alors ça aussi, c'est un album, un titre phare de la carrière de Jimi Hendrix, n'est-ce pas, Jacques ? Oui, c'était un 45 tours, c'est la face A du 45 tours sur lequel figurait Gypsy Eyes et qui est sorti le 21 novembre 1968. Alors, ce titre a atteint la 52e place au Billboard des Hot 100. C'est quand même pas mal. Il est dans la deuxième moitié, mais proche de... Et la 37e place au Royaume-Uni. Tu te rends compte un peu ? Oui, c'est des ventes importantes, mais il faut dire qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme artiste de qualité ? On est dans la renaissance de la musique contemporaine. Ah, absolument. Bon, bah, écoute, pendant qu'on est dans les chiffres, tu sais qu'il est dangereux de traverser sans regarder à gauche et à droite. Constant traffic, ce qu'on vient d'écouter. Jimi Hendrix a rejoint, on va dire, un club très célèbre qui s'appelle le Club des 27. Jacques, est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce qu'est le Club des 27 sans donner de nom ? Eh bien, il y a un certain nombre d'artistes qui sont apparemment touchés par une sorte qui sont maudits et disparaissent à peu près aux alentours de l'âge de 27 ans. Et un certain nombre d'artistes très très connus nous ont quittés à cet âge-là. Eh bien, je vais te donner des noms, moi. Allons-y. Moi, je cite, je n'hésite pas. Brian Jones. Il est mort le 3 juillet 69 à 27 ans. Ils sont tous morts à 27 ans, donc je ne vais pas le dire. Sauf Jimmy qui a 28 ans en réalité. Oui, mais... Et donc Brian Jones qui était le membre fondateur des Rolling Stones. Oui, le leader des Stones, et il est mort noyé dans sa piscine. On a parlé d'assassinat aussi. Également. Bon, Jimmy est mort le 18 septembre 70 et il est mort à cause d'une asphyxie de surdose de médicaments. Oui. Parce qu'il menait une telle vie, c'est pas évidemment qu'il se droguait, mais il menait une vie. Il était toujours en enregistrement ou en concert. Alors à l'époque, on a dit qu'il s'était étouffé dans son vomi, c'est ça ce qu'on avait dit. Oui, à l'époque.
Janis Joplin est morte le 4 octobre 1970. Alors Janis Joplin, c'est quand même une grande chanteuse américaine. Tiens, on pourrait faire un spécial un jour. Mais, Bien sûr, elle le mérite largement. Son album, c'était Tapestry, non? Ah non, ça c'est Carole King. Ah, c'est Carole King, oui. C'était... Bon, ça me reviendra. Ne vous inquiétez pas, c'est une chanteuse américaine. Elle est morte d'une surdose d'héroïne. Ça aussi, c'est pas très gai. Ensuite, alors là... On peut dire un peu plus de choses sur ce monsieur. Jim Morrison. Alors, Jim Morrison, avant que tu dises, je voudrais quand même raconter la petite anecdote avec Jimi Hendrix. Oui, vas-y. Le 7 mars 68, le Jimi Hendrix Experience se produit au Steve Paul Scene et ils font un set un peu inhabituel qui est composé essentiellement de reprises. Oui. Et Jim Morrison s'invite sur scène et il est complètement ivre et il va largement perturber le bon déroulement du concert. Et puisqu'effectivement, nous parlons maintenant de Jim Morrison, le leader des Doors. Alors Jim Morrison, après avoir enregistré le dernier album Elle et Women, il est parti se régénérer en France. Et ça s'est pas très bien passé parce que il était un homme de la nuit, il était à Paris. Un soir, il est allé au Whisky à Go, rue de Seine. Et puis il a un peu abusé de substances illicites. Il faut dire qu'il avait acheté cette substance illicite pour sa petite copine. Ouais. Et il n'avait pas l'habitude d'utiliser ça, enfin de consommer cette... C'était surtout de l'alcool. C'était surtout de l'alcool. Et dans les toilettes de ce club que j'ai dit, le Whisky à Gogo, si vous allez aujourd'hui au Whisky à Gogo, d'ailleurs, vous avez une porte qui a été peinte par Jim Morrison. Ils ont refait complètement le Whisky à Gogo, mais ils ont gardé cette porte. Il faudrait que je la photographie la prochaine fois que j'y vais. Et effectivement, il s'est enfermé dans les toilettes et il s'est fait un rail. Voilà. Et c'est comme s'il avait dégoupillé une grenade. Voilà. Et donc, pour éviter le scandale, les gardes du corps l'ont emmené chez sa petite copine, l'ont mis dans la baignoire, et on a dit qu'il s'est noyé dans sa baignoire. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas eu d'enquête du tout. Pas eu d'enquête du tout. Et il faut rappeler aussi qu'il est enterré au Père-Lachaise. Et que si vous y allez, c'est toujours plein de fleurs. Tout à fait. Et puis, maintenant, ils ont mis des barrières autour. Avant, vous aviez des petits junkies, ou même pas de junkies, des gens qui aiment bien la musique, qui allaient fumer un petit pet. Alors, il faut dire, puisque j'y suis allé plusieurs fois pour des raisons personnelles, que c'est formé toute une communauté de fans du monde entier qui se retrouvent et qui vont ensuite prendre un pot. Alors, il y a des Allemands, des Hollandais, des Anglais. Ouais. Et c'est, je dois avouer, assez sympathique de se retrouver sur la tombe de Jim. Puisque je l'appelle Jim maintenant. Et ça reste joyeux. Oui, c'est un endroit... Tu as bien fait de le préciser. Si vous allez au Père-Lachaise, que vous ne savez pas où est la tombe de Jim Morrison, suivez la foule. Le 5 avril 1994, Kurt Cobain s'est suicidé avec un fusil. Alors Kurt Cobain, c'était le groupe Nirvana. Et il venait de sortir son album et pouf, en plein succès, il s'est suicidé. Et puis la dernière, on va dire, célèbre, relativement jeune, je veux dire jeune pour nous, parce qu'en 2011, c'était Amy Winehouse. Ah oui, Amy Winehouse. Et Winehouse, elle est... J'aime bien, officiellement, c'est une mort accidentelle à la suite d'un abus d'alcool. Mais il y avait un peu de drogue aussi. On doit dire en plus qu'elle portait le nom Winehouse, la maison du vin. Et c'était... Alors ça, ce sont les plus célèbres. Et très vite fait, je peux te dire que Alan Wilson est mort le 3 septembre 70 d'une surdose. Alors, Alan Wilson, son nom vous dit rien, mais si je vous parle de l'harmoniciste et guitariste de Can Heat. Ah oui, voilà, Can Heat. Je me disais oui, mais on l'appelait Al Wilson, non? Oui, Al Wilson. Tout le monde l'appelait. C'est pour ça que j'ai hésité. Rogue Pickpen McKernan. Est-ce que tu sais qui c'est? Oh, ça me dit quelque chose. Ça. C'est le cofondateur avec José Garcia de Grateful Dead. Ah, très bien. Jerry Garcia, pardon. Ensuite, un groupe que tu connais bien, Pete Ham. Ah oui, Peter Ham, qui était donc le membre plus important de Badfinger. De Badfinger. Il s'est pendu. Il s'est pendu. Ensuite, quelqu'un que j'aimais beaucoup,
Gary Thain, qui a été le bassiste de Uriah Heep. Ah oui, Uriah Heep pour les Français. Oui, Uriah Heep, voilà. Ouais. Bah, je vais passer, parce que je dis les groupes qu'on connaît en France, Pete de Freitas, 14 juin 1989, un accident de moto. C'est quoi, quel groupe? Le batteur de Echo and the Bunnymen. Ah oui, effectivement. Tu vois. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? En gros, c'est quoi? Je pourrais vous en dire plein, mais voilà, c'est pour vous dire que rejoindre le club des 27, c'est quelque part un club prestigieux, parce que si on formait un groupe avec tous ceux qui ont rejoint ce club, ça devrait pondre un bon disque, et je crois que toutes les maisons de disques voudraient les signer. Bon, enfin, ça, Mais j'ai une suggestion, si on fêtait les vivants. Donc, revenons à Jimi Hendrix, et qu'est-ce que nous choisissons maintenant pour continuer notre évocation? Dans son album Are You Experienced, je te propose The Wind Cries Mary. Of course. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur, et nous étions en train de redécouvrir The Wind Cries Mary, qui a été le troisième single de Jimi Hendrix, enregistré le même jour que les premières pistes de Purple Haze. Et selon Chas Chandler, le tout a été enregistré en à peine une vingtaine de minutes. C'était un peu sa façon d'opérer, Chas Chandler, donc l'ancien bassiste des Animals, devenu le producteur et le manager de Jimi Hendrix. Travaillait vite et bien. Voilà. Tu sais, bizarrement, bon, on sait que Jimmy abusait, usait et abusait et usait et rusait encore de substances illicites. Et il a composé, figure-toi, le 2 novembre 66, une chanson absolument merveilleuse qui n'est pas vraiment l'histoire de sa vie, puisque c'est Stone Free. Ce qui veut dire ne pas être sous l'emprise des substances. Oui. Comment est-ce que tu t'as adhéré ça, Stone Free? Ne pas être sous l'emprise des substances. Je suis à jeun. je suis à jeun. Non, vous êtes à Boulogne-Billancourt en ce moment. Mais et Stone Free, c'était la phase B de Hey Joe. Premier single qui est sorti lui le 16 décembre 66, enregistré le 2 novembre et sorti le 16 décembre 66. Voilà, c'est Jimi Hendrix sur le canal 60 de votre téléviseur. Stone Free. Voilà, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré. Jacques, que pourrais-tu nous dire sur Stone Free? Parce que en fait, il y a des rumeurs qui disent qu'il a été assassiné, ceci. J'ai pas envie que nous rentrions dedans. Non, mais c'est vrai que sur toutes ces grandes rockstars, on a souvent parlé d'assassinats, d'histoires un peu glauques, un peu sinistres, mais qui n'ont jamais été prouvées. Donc, c'est du Ici Paris France Dimanche. Mais bon, ça fait partie de pourquoi on dit que le rock and roll c'est la musique du diable. Faut peut-être le dire. Oui. Je me marre, Jacques, parce que on voit ta génération du Ici Paris France Dimanche. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait plutôt Closer et Voici. Mais... en le disant, effectivement, je me suis dit oh là là. Oui, c'est du Kim Kardashian, c'est ça. Sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur, on vient d'écouter Foxy Lady qui était précédée par Bold as Love. Alors Foxy Lady, qui était la Foxy Lady, Jacques? Petite amie La petite amie de Jimmy, exactement. Elle était mignonne, du moins c'est lui qui le disait. Et il y a des photos de la Foxy Lady quand tu vas à New York au studio électrique Ladyland. Et c'est assez. Qui était le propre studio de Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix. J'y étais encore il y a 6 mois avec un ami qui s'appelle Ben Verdery qui a fait le sens inverse. Lui, il est parti de la guitare électrique rock pour arriver à la musique classique. Et il est guitariste et puis il donne des cours à Yale. Donc je fais un petit welcome à Ben Verdery sur la voie d'Ambroise Paré. Donc Foxy Lady, figure-toi, c'est très drôle parce que c'était la face A d'un disque et le titre de la face B
a quand même eu un peu plus de succès que la face A, puisque c'était Hey Joe. Absolument. Et puis ça a été repris, alors là, Foxy Lady, par Booker T and the MGs, The Cure, ZZ Top, Chicken Foot. Alors Chicken Foot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui a été avec... comment il s'appelait, pas David Coverdale de Deep Purple, l'autre Glenn Hughes, qui a été le bassiste de Deep Purple quand il y a j'ai des trous, quand Roger Glover est parti. Et il a créé son groupe, Chicken Foot, et je les ai vus il n'y a pas si longtemps de ça, au Bataclan. Et qui était à la batterie? Mitch Mitchell. John Bonham Jr. Oui, le fils de... Le fils de John Bonham. De Led Zeppelin, bien sûr. Voilà. Donc, on approche un peu de la fin. Alors, il faut dire aussi que donc Jimmy était contre la guerre. On l'a prouvé tout à l'heure avec Machine Gun. Et qu'est-ce qu'il a fait à Woodstock? Parce qu'il a joué à Woodstock, il était 6 heures du matin, il commençait à pleuvoir, les gens étaient endormis sur leur tente, ils avaient passé une nuit plus ou moins maussade, et puis le manager leur a dit, écoute Jimmy, essaye de me réveiller tout ce monde quand même, parce que ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'il a joué? Eh bien, il a fait un truc qui a été très, très mal reçu par un certain nombre de gens. Pas à Woodstock, par l'intelligentsia. Bien sûr, tout à fait. À Woodstock, c'était tout le contraire. C'était le délire. Il a fait aussi sa propre relecture de l'hymne américain. Et c'est absolument sublime. Jacques, je ne suis pas pour la polémique, mais aujourd'hui, politiquement, j'aimerais qu'on reste correct, donc je ne rentre pas dans la politique, je ne rentre rien. Il va faire ça. Donc, je voulais juste rappeler ce petit détail qu'il a fait à Woodstock quand même. Et on va finir par The Tube de Jimi Hendrix, si tu le veux bien, Jacques. Purple Haze. Purple Haze sur le canal 60 de votre téléviseur. Et bien voilà. C'est terminé déjà. J'ai l'impression que ça durait 5 minutes. Mais tout à fait. Bon, Jacques, à très bientôt. Merci. Nous espérons tout simplement que vous n'allez jamais avoir le plaisir de nous réécouter, parce que tout ce qu'on veut, c'est que vous vous sentiez bien et que vous rentriez chez vous. Bon rétablissement à tous.